Jean-Louis Bourlange, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Vous présidez la commission des affaires étrangères de l'Assemblée. Vous êtes également député des Hauts-de-Seine. Et vous êtes député MoDem. Demain, ce sera une journée de mobilisation contre la réforme des retraites. 250 manifestations annoncées en France. Des sondages qui restent dans le rejet de cette réforme. Comment expliquez-vous que 2 mois après la promulgation, la colère sociale soit toujours là ? Écoutez, c'est vrai que la colère sociale est très forte. Je crois elle combine plusieurs éléments. Il y a d'abord effectivement la difficulté d'une réforme des retraites. Ça a été le cas du temps où M. Woerth et M. Fillon et M. Sarkozy ont fait passer la précédente. Ça avait commencé très bien. Tout le monde était d'accord. Et puis, semaine après semaine, la grogne était montée. C'est effectivement un effort important que de demander aux gens de travailler 2 ans de plus, même si c'est parfaitement légitime de demander à des gens qui ont la capacité de travailler de continuer à le faire. Une fois voté, ça s'était arrêté en 2010. Une fois voté, une fois adopté. Là, ça continue. Arrêté, mais le président Sarkozy a été battu. Pas longtemps après. Il y a eu une clause de revoyure. Oui, il y a une clause de revoyure. Là, la clause de revoyure est prévue. Et puis, M. Macron ne se représente pas. Alors, il y a deuxièmement cette situation qui est quand même très profondément inquiétante du rapport des Français à l'élection et à la légitimité de ceux qu'ils ont élus. Maintenant, avant, on disait, voilà, vous êtes élu, premier tour, vous avez des voix, au second tour, vous avez une majorité, il y a des gens qui apprécient pas tellement, qui ont pas tellement envie que vous fassiez exactement votre programme, mais enfin, il faut que quelqu'un agisse, et c'est mieux que l'autre, donc on vote pour vous. Maintenant, on est dans une situation où quelqu'un qui a à peu près un peu moins de 30% des voix, on dit non, il y a 70% des Français qui sont contre, et donc vous ne faites pas votre politique. Il faudrait faire 50% dès le premier tour, oui, pour être légitime. Ce qui est évidemment impossible, on ne fait pas votre politique. L'esprit méphistophélique, comme dirait Goethe, l'esprit qui nie tout, et vraiment domine complètement la société politique française, et c'est extrêmement difficile de gérer une situation dans ces cas-là. Les gens se disent simplement non. Et d'ailleurs, on le voit bien à divers signes, par exemple, je ne veux pas me prononcer pour ou contre, mais quand on veut reconnaître le vote blanc, quand on veut, comme vote exprimé, on appelle reconnaître comme exprimé, il y a différentes, mais ça veut simplement dire qu'on estime que le fait de ne pas donner son accord en soi est suffisant pour vous donner une autorisation de bloquer. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire comme dans la Constitution allemande, la défiance constructive, c'est-à-dire de dire quand je m'oppose à quelqu'un, c'est parce que je soutiens quelqu'un d'autre, quand je m'oppose à une majorité, c'est parce que je soutiens une autre majorité. Non. Il suffit que vous disiez que vous n'êtes pas content avec cet homme-là, avec cette majorité-là, et ça suffit. Alors ça, c'est absolument mortel pour une démocratie parlementaire. Cet esprit de récusation de la légitimité est arrivé au sein de l'Assemblée. La proposition de loi Lyotte, qui veut annuler, abroger la réforme des retraites 2 mois après son application, c'est bien ça? Oui, c'est aberrant parce que on pourrait comprendre s'il n'y avait pas eu une motion de censure, mais il y a eu une motion de censure déposée par le groupe Lyotte qui se trouvait à l'équidistance, si je puis dire, de la droite profonde et de la gauche profonde, c'est-à-dire du Rassemblement national et de la NUPES, et qui a fait un très beau score. Ils ont raté la censure de 9 voix. Bon, dans toute démocratie normalement constituée, 9 voix, c'est 9 voix et c'est fini. Je rappelle que la République française, la Troisième République, à travers l'amendement Vallon, a été votée à 1 voix. Ben, ça n'a pas empêché d'être un régime légitime, respecté pendant 70 ans. Et si elle est tombée, c'est plutôt sous le poids d'événements extérieurs. Cette proposition de loi Lyotte arrive en débat jeudi à l'Assemblée. L'amendement sera proposé pour rétablir l'article 1, c'est-à-dire retour à 62 ans. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au vote pour avoir enfin un vote clair ? Non, mais je crois que le vote de censure a été très clair. Là, on a un problème très, très précis, qui est très important, qui est le fait que cette loi est inconstitutionnelle. Ceux-là même qui la proposent reconnaissent qu'elle est inconstitutionnelle, car ils savent très bien que si jamais le processus irait jusqu'au bout, le Conseil constitutionnel l'a déclaré inconstitutionnel, et pour une raison très simple, qui n'est pas un article qu'on fait valoir, mais qui est un article de la Constitution, l'article 40, qui protège les finances publiques et qui interdit d'examiner une proposition de loi qui soit diminue les ressources publiques, soit accroît une charge publique. Et cette réforme-là, cette loi, fait les deux. Et je dois dire que
c'est quelque chose, j'ai regardé tous les textes, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Tardieu l'a demandé, Paul Reynaud l'a demandé, tout le monde depuis on sait qu'il faut absolument faire en sorte que la dépense budgétaire soit liée à un acte budgétaire précis. Mais il y a une conférence prévue pour le financement de cette réforme, il y a les taxes sur les tabacs, il y a une réponse quand même de Liot. Non, écoutez, la taxe sur les tabacs, c'est une blague. Personne n'imagine. D'abord, même si on discute, il y a dans la loi, le projet de loi qui est en cause, il y a la diminution des ressources publiques qui peut être compensée par une autre ressource publique. Les tabacs, c'est évidemment un faux nez, une fausse. Tout le monde sait qu'on met ça comme ça et puis on attend que le gouvernement, comme on dit, lève le gage. Personne n'imagine qu'on va multiplier par 50 le prix du paquet de cigarettes pour payer cette réforme. C'est totalement aberrant. Donc c'est une fausse fenêtre faite pour la symétrie. Et puis deuxièmement, la réforme prévoit que l'article 40 prévoit qu'on ne peut pas augmenter qu'on ne peut pas diminuer une charge publique. C'est pas la même chose. C'est pas diminuer une recette, on ne peut pas augmenter une charge publique. Or là, là, ça veut dire que c'est pas gageable. Ouais. Pourquoi on a fait ça? Parce que ça aurait été très simple de dire je mets 10 milliards sur l'éducation et j'enlève 10 milliards à l'armée, par exemple. Ouais. Et donc il n'y a pas possibilité de gage. Or, cette réforme prévoit les deux choses à la fois, puisqu'on diminue les recettes en diminuant les cotisants et on augmente la charge en augmentant le nombre de prestations qui seront versées. Mais moi, je trouve que je voudrais insister sur un point, c'est que je crois que le Parlement a fait la Commission des affaires sociales en particulier, a fait son travail. Vous avez remarqué, c'est un événement important, que la note de la France n'a pas été dégradée. Ça vient de là, votre avis? Absolument. Je veux dire qu'il faut rendre hommage à Madame Katabi, qui est la présidente de la Commission des affaires sociales, qui a mené son affaire avec beaucoup de rigueur et beaucoup de courage. Et là, le Parlement a été dans son rôle. Il a défendu la Constitution et il a défendu l'intérêt supérieur du pays. Il a évité une dégradation qui aurait eu, alors là, des conséquences très importantes à travers les majorations de taux sur la vie concrète et la vie économique de la France. Ce travail qui a été fait en commission, vous demandez à Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, de le terminer en se prononçant personnellement, elle, pour le déclenchement de l'article 40. C'est son boulot? C'est absolument son boulot. C'est son boulot prévu par le règlement. Tout amendement qui arrive en séance publique peut faire l'objet d'un rejet pour inconstitutionnalité. Ça devrait être le travail premier du président de la commission des finances, mais M. Coquerel est habité par d'autres passions que celle de la Constitution. Et en revanche, c'est le rôle de Madame Braun-Pivet, mais même s'il n'y avait pas le règlement, j'ai regardé tout le texte, c'est une constante sous la 3e, sous la 4e République que le président de l'institution a un devoir général de respect, de protection de la Constitution. C'est un élément central de la Constitution et ce que Madame Braun-Pivet a compris, c'est qu'on ne protégeait pas une institution parlementaire comme l'Assemblée nationale en défiant, en bafouant la Constitution. Elle est dans son rôle. Que pensez-vous de l'évolution de Charles de Courson, un parlementaire que vous connaissez bien? Il se retrouve au cœur de cette opération Liot. Oui, si j'ai dit à mes amis que ça m'a fait penser à l'œuvre de T.S. Eliot, Meurtre dans la cathédrale, où Thomas Becket, avant d'être assassiné, est entouré de plusieurs tentations. Et la pire, la plus grave des tentations, c'est la 4e tentation, c'est la tentation de la sainteté. Et je crois que c'est ça qui arrive à Charles de Courson. C'est-à-dire que, à force de vouloir que tout soit parfait, il dit toujours non. Il ne hiérarchise pas. Et là, il peut ne pas être content par la façon dont cette réforme est conduite. Monsieur Macron peut l'agacer, etc. Il y a mille raisons de ne jamais être satisfait pleinement de ce qu'on fait. Mais travailler consciemment à l'installation en France d'un pouvoir qui serait soit celui de la NUPES et de M. Mélenchon, soit celui de Mme Le Pen et du Rassemblement national, quand on défend les idées de M. Courson depuis tant d'années, je crois qu'il y a quand même quelque chose qui cloche.
On a l'impression quand même qu'après cette réforme des retraites, plus rien ne sera possible à l'Assemblée. À part des petits textes, on ne pourra plus rien voter de majeur. C'est votre sentiment d'un bout de la route? De toute manière, on est dans une situation, là, je crois vraiment, indépendamment des personnes, hein, le Premier ministre, la Première ministre, le Président, les autres, les opposants, on est dans une situation très difficile, parce qu'on a 3 difficultés. On a une absence de majorité, donc là, c'est quand même un problème. On a une impasse, puisque le président ne peut pas être candidat à sa succession. Alors ça, c'est extrêmement difficile d'organiser un redressement, un changement de cap, une réorientation, quand vous avez un butoir vous comme ça. Vous perdez de l'autorité. Oui, tous les parlementaires de la majorité savent qu'ils seront élus sous la bannière de quelqu'un qui ne sera pas le président Macron. Et il n'y a pas de profondeur de champ. Et troisièmement, il n'y a pas, et c'est ça qui est très important aussi, de majorité alternative. Je crois que les Français doivent comprendre, devraient faire preuve d'indulgence à l'égard de la majorité actuelle, pour une raison simple, c'est qu'elle est la seule à être à peu près en état de gouverner. Vous n'imaginez tout de même pas, et si vous imaginez, c'est pire, qu'il y ait un gouvernement conjoint mené par M. Mélenchon et Mme Le Pen, bien qu'il y ait pas mal de points communs et d'orientation commune, ne serait-ce que sur l'affaire ukrainienne. On en sort comment? On attend 4 ans ou ça va se précipiter avant? Je sais pas comment on en sort. Vous voyez un parlementaire qui est très très préoccupé, très perplexe. Alors j'applique la règle de Tocqueville, c'est que je fais mon travail. Tocqueville dit à propos de la Révolution de 48, en période révolutionnaire, en période de tension, ce qu'il faut, c'est siéger à sa place, faire son travail. Et j'essaie de faire mon travail. J'essaie je me félicite. Je combats pour la défense de la protection de l'article 40. Je pense que le gouvernement ne peut pas avoir une grande œuvre législative, mais qui devrait s'attaquer, mais c'est très difficile, qui devrait s'attaquer à le fonctionnement de l'État, au fonctionnement de l'administration, qui là passe largement par des réformes de type exécutif et pas législatif. Jean-Louis Borlange, merci, bonne journée. Merci messieurs. Et on retiendra Madame Braun-Pivet a le devoir de protection de la Constitution. Elle est dans son rôle. Christophe, on vous retrouve dès demain en compagnie d'Hervé Berville, secrétaire d'État à la mer. À demain. À demain. Radio J, retrouvez-le